Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouveau thread, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je vous laisse quelques secondes pour vous mettre à votre aise, profitez-en aussi pour vous abonner également. C'est bon? Ok, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire incroyable de George Jung. Alors, George Jacob Jung, de son vrai nom, est né le 6 août 1942 à Boston, dans l'état du Massachusetts. On le surnommait Boston George. Il a été élevé dans la ville de Weymouth, toujours dans le Massachusetts. Sa mère s'appelle Hermine et son père s'appelle Frederick Young. Donc on va commencer par le début. George, il est adolescent et comme beaucoup d'adolescents, il déteste l'école. Il est pas doué en plus de ça, il a pas envie, donc ça arrange pas les choses. Mais George, il est doué dans le sport, comme beaucoup d'adolescents aussi, et spécialement dans le football américain. Et déjà au lycée, il était très apprécié de ses camarades qui disaient qu'il était déjà un leader naturel. George, comme beaucoup d'adolescents, il est attiré par le cul. Et il va s'intéresser aux prostituées et il va solliciter l'une d'entre elles pour... Enfin, voilà quoi. Sauf que la prostituée en question, pas de bol, c'était une flic infiltrée. Donc, ça commence déjà mal pour George, qui finit une première fois en prison, mais bon, rien de très très grave. Quelques temps se sont écoulés, George, il est sorti de prison depuis bien longtemps, il a eu son diplôme et il va poursuivre ses études dans l'université du Mississippi du Sud, là où il va faire des études en publicité, mais il va jamais les terminer parce que comme je vous ai dit, les études c'est pas fait pour lui du tout. Du coup, George, il galère un peu, il en est à un stade dans sa vie où il sait plus trop ce qu'il a envie de faire, les études ça l'intéresse pas, donc il va commencer à rentrer dans un petit cercle vicieux, il va acheter de la drogue, de la marijuana, il va en fumer beaucoup, fréquemment, vraiment beaucoup, et il va en revendre une petite partie qui va lui servir à couvrir ses frais dans son campus de l'université. Et à l'époque, comme encore maintenant, quand tu vends de la drogue dans des campus, dans des trucs comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'amuser à côté de leurs études. C'est clairement de l'argent facile. Quelques années ont passé, George il a fait quelques reventes, il commence à se faire un petit nom et il recroise un ami d'enfance du nom de Tuna. Donc les deux, ils fument beaucoup ensemble, ils rattrapent un peu le temps perdu, ils continuent à faire pas mal de reventes. Il continue, George, à se faire un nom dans le quartier du coup avec son ami en continuant les reventes par-ci, par-là. Et George, lui, il a une idée qui le tracasse. Il veut se faire beaucoup plus de fric qu'il ne fait maintenant. Mais genre, vraiment beaucoup plus. Donc il a une idée qui lui passe derrière la tête, très risquée, mais très simple. Passer en contrebande de la drogue de Californie à la Nouvelle-Zélande. Grâce à quoi? Grâce à ses amis qui sont hôtesses de l'air. Et à l'époque, je sais pas si ça le fait, si c'est comme ça encore maintenant, mais à l'époque, on ne fouillait pas les hôtesses. Et ça, George, il l'avait très bien compris et il avait tout calculé. Donc le plan était pas infaillible, mais pas loin. Donc là, il n'y a plus qu'à, le plan est en marche. Donc il commence avec Tuna et un associé du nom de Jonathan, et ils vont commencer à importer des centaines de kilos de Puerto Vallarta au Mexique à Palm Springs en Californie. Tout ça avec évidemment des avions volés et des pilotes professionnels payés pour l'occasion. Rien que ça. Moi, ouais, j'étais gamin, j'allais juste à l'épicerie, il fallait carnat, 2-3 petits bonbons, t'as vu, on a tous fait ça, on a tous été jeunes. Et j'avais la goutte de sueur, mais ça commençait de là, ça a passé là, comme ça allait jusque dans ma raie, jusqu'au talon, ça s'arrêtait jamais, c'était une piste cyclable, le bordel. On n'a pas tous la même paire de balls. Le plan marche, et au fur et à mesure, c'est de plus en plus rentable. Il y a des mois, George, à son apogée, il touchait 250 000 € par mois, à partager évidemment avec ses coéquipiers. Ouais, c'est un peu ce que je me fais avec la YouTube Money, ouais. 21. 1974, donc des années après. George, il se rend au manoir Playboy. Et ce manoir, vous l'avez beaucoup d'entre vous déjà vu parce qu'il est dans GTA V, il a été parodié. Donc George, il va se rendre au manoir pour prendre contact avec le client et lui livrer toute la drogue. Sauf que bémol, le client, lui, s'est fait choper par les flics pour trafic d'héroïne. Et il va faire ce que peut-être beaucoup d'entre vous
et moi-même aurait fait, c'est qu'il va raconter des informations aux autorités à propos de George Jung et son commerce pour, en échange, avoir une réduction de peine. Pas très cool, mais j'aurais sûrement fait pareil. George, du coup, il se fait arrêter à Chicago avec, tenez-vous bien, 330 kilos de marijuana. Donc le procès a lieu, George, il est hautain avec tout le monde, et en particulier avec la juge, en lui disant que c'est une erreur de l'envoyer en prison, parce qu'il a simplement franchi une ligne invisible avec une poignée de plantes. Ouais. Autant vous dire que ça n'a pas vraiment convaincu la juge. Et donc sans surprise, il écope à 26 mois de prison dans une prison fédérale à Danbury, dans le Connecticut. Pendant ces quelques mois en prison, George il continue à se faire des contacts à l'intérieur de la prison, et en particulier un dénommé Carlos Leder. Qui est Carlos Leder? C'est un trafiquant de drogue germano-colombien, cofondateur du cartel de Medellín. Rien que ça. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, ça commence à être vraiment très sérieux. Carlos lui donne l'accès au cartel de Medellín si George lui apprend les rudiments de la contrebande de stupéfiants. De là, une collaboration est née et ils importeront massivement de la cocaïne aux États-Unis. Les années passent et peu à peu, la relation de confiance qui s'était installée entre deux se perd, tout simplement parce que George n'avait pas envie de donner le nom de son contact des États-Unis à Carlos, ce qu'il avait très mal pris. Donc Carlos, il entube George en prenant contact secrètement avec le mec des États-Unis. Il passe devant George, il le double complètement, il fait affaire avec le mec des États-Unis et George est totalement mis de côté. George là, il en a gros sur la patate. Mais George, c'est pas n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs années, il s'est fait pas mal de contacts, il a réussi à quand même se faire un nom et il va continuer son commerce mais indépendamment. Et il va être le fournisseur principal des stars de rock, du cinéma, théâtre et j'en passe. Et tout ça grâce à la collaboration qu'il a avec son ami du nom de Pablo Escobar. La légende, elle raconte même qu'à l'époque, 80% de la drogue qui était consommée aux États-Unis avait déjà été passée entre les mains de George. C'était clairement le king, il avait clairement les yeux et les mains sur tout, il voyait tout, il était partout. Et à cette époque-là, où George il a commencé à travailler indépendamment, sa fortune était estimée à plus de 100 millions d'euros. Donc ça marchait quand même plutôt bien. 100 millions de dollars. Donc des années se sont encore écoulées, George il a sa petite vie tranquille, il est blindé jusqu'au cou, il a un paquet de couilles en or massif, il est pépère. Et il s'est construit une petite vie de famille avec sa femme et une petite fille. 1987. Il se fait arrêter une première fois, il échappe à la caution, mais il se fait aussitôt arrêter une seconde fois. Il est impliqué directement dans une affaire où un de ses proches l'a trahi, malheureusement. Donc là, George, il en a clairement ras le cul, il a envie de se poser, il en a marre de ses conneries, il a une femme, une fille, il arrête les conneries définitivement, enfin... c'est ce qu'on croit. Il enchaîne plusieurs petits boulots honnêtes, il a envie de se poser, d'être à l'abri de tout ça et d'arrêter les conneries. Sauf que la vérité le rattrape très vite, sa vie d'avant lui manque terriblement. 1994, donc soit 7 ans plus tard, George il est totalement retombé dans ses travers, il a repris le commerce, et pas qu'un peu, et il se fait arrêter avec 800 kilos de cocaïne pure. Et là, c'est la fin pour George. Il plaide coupable de 3 chefs d'accusation d'association de malfaiteurs et il reçoit une peine d'emprisonnement de 60 ans. Quelques années de prison plus tard, George y témoignera au procès de Carlos Leder pour réduire sa peine de prison. Ce qui aura marché, sa peine va être lourdement réduite. Et je crois qu'il est passé de 60 ans de prison à 20 ans. Malgré tout, il y a une rumeur assez triste qui dit que sa fille ne serait jamais venue pendant ses 20 ans de prison, elle ne serait jamais venue le voir, ce qui a totalement plombé le moral de George. Il est libéré le 2 juin 2014 à l'âge de 71 ans et il va vivre dans une maison de transition pour se réadapter à la société. Donc 2 ans plus tard, il sort un livre nommé Heavy et à l'occasion de la promotion du livre, il part à une conférence à San Diego où malheureusement il ne reviendra jamais parce que sur le chemin du retour, il se fait une énième fois arrêter. Pourquoi? Pour non-respect de sa liberté conditionnelle. Je vous explique. Son équipe de management lui aurait assuré qu'il pourrait aller à la conférence à San Diego quelques heures et revenir immédiatement sans qu'il y ait aucun souci. Ce qui est totalement faux. Il reprendra 1 année de prison avant d'arrêter les conneries pour de bon et il ressortira à l'âge de 72 ans.
Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai trouvé l'histoire assez cool, j'avais envie de vous en parler. C'est grâce au film Blow que je l'ai découvert avec Johnny Depp et Penelope Cruz, je vous invite à aller le voir, mais je ne sais pas où le regarder puisque je ne l'ai trouvé nulle part. Donc si vous arrivez à le pécho, franchement n'hésitez pas à m'atteler, il est vraiment cool. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en likant la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, moi qui viens de débuter. Je vous dis à bientôt, 1000 bises. Ah oui, au cas où, petite précision quand même qui lui donne un peu le sourire, il s'est totalement réconcilié avec sa fille. Allez, ciao.